Au cœur de l'Amérique centrale, entre le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes, s'étend une forêt inextricable. Un univers hostile où tout semble excessif. Aujourd'hui, les paysans livrent un combat incessant contre la forêt pour tirer quelques ressources de cet enfer vert. Pourtant, les Mayas ont réussi l'inconcevable en développant entre le IIIe et le Xe siècle une des plus brillantes civilisations de l'histoire de l'humanité. Ils ont créé un monde raffiné, édifié des monuments impressionnants. Mais qui étaient-ils? Comment s'organisaient-ils pour vivre au milieu de cette jungle? Qui était leur roi, leur dieu? Pourquoi, arrivés au sommet de leur puissance, ont-ils disparu soudainement? Au temps de sa splendeur, au 8e siècle, la civilisation maya s'étendait sur un territoire couvrant la totalité de la péninsule du Yucatan et l'État du Chiapas, au Mexique, le Belize et le Guatemala. À leur arrivée au XVIe siècle, les Espagnols multiplient les expéditions, mais ils ignorent tout des Mayas. Les Indiens parlent de cités au cœur de la jungle, qui serait la demeure de leur dieu. Mais personne ne prend vraiment au sérieux leur récit. Les missionnaires sont les premiers à s'intéresser à la culture maya. À la fin du XVIIe siècle, un moine franciscain explore la région du Petén. Après une expédition périlleuse, il raconte avoir vu une incroyable cité. Andrés de Avendano y Loyola a probablement aperçu Tikal. Il faut attendre le XIXe siècle pour que des explorateurs se lancent à la recherche des cités perdues. La surprise est à peine croyable. Après un long sommeil de 1000 ans, les sculptures, les stèles, les temples et les palais réapparaissent à la surface du monde pour révéler les secrets d'une époque. Les scientifiques recomposent les éléments d'une histoire qui a vu émerger, briller, puis disparaître soudainement l'une des plus originales civilisations de tous les temps. Osvaldo Gomez est archéologue. Il travaille sur le site de Tikal, l'une des 2 grandes capitales des Basses-Terres, située dans la région du Petén. Comment se passe l'excavation? Tout va bien? Tiens, tu peux me montrer ce morceau-là? C'est joli, pas vrai? Il devait être grand. Les autres fragments doivent aller avec. La plus grande des pyramides culmine à 64 mètres de hauteur. Elle représente un travail colossal. Les Mayas ne disposaient pas d'outils en métal pour travailler ces blocs de pierre. Pourtant, ils ont édifié au centre de la cité pas moins d'une douzaine de temples. C'est certainement la construction de Tikal la plus complexe que nous connaissons pour le moment. Ici, par exemple, nous pouvons voir la dernière étape de construction de l'acropole. Le mur venait jusqu'ici. Il y a ici les limites d'une construction plus ancienne, avec ce mur qui, avec ce socle creux, forme cette petite corniche-là. C'est une construction typique de la période classique de Tikal. Ici, dans la grande pyramide de Tikal, 3 temples successifs s'imbriquent et se superposent. Cette pratique est liée à l'ambition de chaque roi, qui cherche à surpasser son prédécesseur en faisant élever une pyramide encore plus grande. Dans les années 50, au fond de cette galerie, des archéologues découvrent l'entrée d'un escalier secret. Celui-ci mène vers une salle voûtée. C'est une tombe royale. C'est une tombe royale.
Au centre, une dépouille parée de nombreux bijoux de jade, symbole pour les Mayas de vie et d'immortalité. Les inscriptions désignent Aso Chankawil, roi de Tikal jusqu'en 734. À partir de 300 de notre ère à peu près, et probablement même un tout petit peu avant, il y a donc l'introduction d'un nouveau système sociopolitique où un certain nombre de cités vont se doter donc de chefs qui vont chercher à se perpétuer à travers leur descendance, donc ce qu'on appelle les rois ou les souverains. Eux-mêmes s'appelaient donc les seigneurs sacrés ou les seigneurs divins. Et on les voit dans différents types d'actions. On les voit comme des rois guerriers, par exemple, en train de soumettre des adversaires. On les voit aussi comme des personnages religieux réalisant toute une série de rites. Le roi, c'est un personnage qui dirige sa cité sur le plan temporel, qui donc a toute une action politique et militaire, et qui en même temps, à l'époque classique incontestablement, est le chef spirituel de sa communauté et de son territoire. Dans chacune des grandes cités, un roi, l'égal d'un dieu, porte devant son peuple la responsabilité du bon fonctionnement de l'univers. Les stèles, les bas-reliefs dans les temples, les couvercles des sarcophages ont permis d'en savoir plus sur ces personnages qui organisent leur propre culte. Ils font appel aux meilleurs artistes pour mettre en scène leur légende. Pour en imposer à ses sujets comme à ses rivaux, chacun des rois s'efforce de vivre dans les palais les plus somptueux, de faire édifier les temples les plus luxueusement décorés, pour marquer son règne de façon éclatante. Le monde maya présente une unité culturelle, mais pas vraiment d'unité politique. Chaque grande cité demeure indépendante en cultivant sa spécificité. Mais à partir du moment où le système de la royauté sacrée est inventé et se répand, effectivement, la tendance est à la formation de ce qu'on appellerait, nous, dans notre terminologie occidentale, parce qu'on a des références, des cités-États, mais des cités-États qui sont loin d'être stables. Un certain nombre d'entre elles ont eu des prétentions à couvrir des territoires relativement vastes. D'autres sont restées à des niveaux beaucoup plus modestes. On peut avoir des cités-États avec simplement quelques kilomètres carrés soumis. D'autres qui, c'est le cas pour deux d'entre elles notamment, Tikal et Calakmul, ont manifestement eu une prétention hégémonique et d'ailleurs sont rentrées en conflit les unes avec les autres. Le monde maya classique compte jusqu'à 70 cités indépendantes, voire plus, qui tantôt s'affrontent, tantôt passent des alliances. Chaque cité-État doit s'organiser pour subvenir complètement à ses besoins. Les vestiges des cités mayas ne révèlent que le cœur des villes, où résidaient le roi, l'aristocratie, les prêtres et les soldats. Selon les spécialistes, le centre de Tikal couvrait à peu près 9 km² et abritait quelques 8000 habitants. Englobant une zone beaucoup plus vaste, le Grand Tikal s'étendait sur 120 km² et comptait jusqu'à 60 000 habitants. Osvaldo Gomez part en exploration pour retrouver les faubourgs de la cité. À la périphérie des villes, sur plusieurs kilomètres, se trouvaient les zones où vivaient les paysans, dans de simples maisons.
Il y a plein de structures, des milliers de structures à peine visibles. Il faut vraiment y prêter attention, parce qu'elles ne dépassent pas 20 à 30 cm de haut. Il est difficile aujourd'hui de se représenter l'ampleur de ces faubourgs, où les constructions, modestes, ont presque totalement disparu. Une reconstitution nous permet de découvrir cet habitat rudimentaire, réservé aux paysans. Murs entorchis, toits de branchage, le minimum pour vivre et travailler. L'agriculture était une activité de première importance, si l'on considère le nombre de bouches à nourrir. Les cités mayas posent de nombreuses questions aux spécialistes, et en particulier celle de l'eau. Tikal n'a pas été bâti à proximité d'un fleuve ou d'une rivière. Le problème est aggravé par la nature géologique du sol. Nous sommes en présence de couches calcaires. La roche est poreuse et le sol fracturé. Dans cette région tropicale, les pluies sont abondantes quelques mois par an pendant la saison humide. Mais l'eau de pluie est immédiatement absorbée. Vernon Scarborough, professeur à l'université de Cincinnati aux États-Unis, fait partie des archéologues qui étudient le rapport d'une civilisation à son milieu naturel. À Tikal, l'eau est au centre de ses préoccupations. Comment faisaient en effet les 60 000 habitants de cette cité pour vivre, alors que l'approvisionnement en eau semble si problématique? Si vous regardez juste au-dessus à gauche, vous voyez des traces d'enduit. En examinant les monuments et les habitations, on remarque en effet des traces d'enduit un peu partout. Tous les bâtiments semblaient en être couverts. La quantité d'enduit est considérable. Je pense que la totalité des bâtiments que vous voyez ici en étaient couverts sur toute leur surface et ensuite peintes. En plus de cela, il y en avait sur toutes les places, dans les patios et sur les toits. Rien n'était oublié. Cela représente des quantités énormes d'enduit. Mais au final, cette protection qui imperméabilisait les surfaces permettait aussi de recueillir l'eau et de ne pas la voir disparaître par infiltration dans le sous-sol. Il faut conserver à l'esprit que nous sommes ici dans une région calcaire où la roche est poreuse et fracturée. Ces couches d'enduit ont été dégagées récemment. Leur épaisseur importante, de l'ordre de 7 cm, permet d'obtenir un revêtement complètement imperméable. Son utilisation permet de protéger les habitations des infiltrations d'eau. On constate également la présence de pigments rouges. La plupart des murs et des façades étaient peints dans cette couleur. Il est difficile de se faire une idée de la splendeur de Tikal quand aujourd'hui, les pyramides ont le teint de pierre grisâtre. Une reconstitution nous permet de découvrir la cité il y a 1200 ans. Une ville fondamentalement rouge, dont le sommet des pyramides semble flotter au-dessus de la forêt. Un ensemble architectural impressionnant, mais qui laisse intact le problème de l'eau. Comment faisaient les 60 000 habitants pour vivre? Vernon Scarborough soupçonne l'existence d'un système de récupération des eaux de pluie à l'échelle de la ville. Grâce à cet appareil, il effectue des mesures de déclivité sur la grande place. Le chercheur pense en effet que celle-ci a pu être utilisée comme un gigantesque collecteur d'eau. Les mesures confirment ses intuitions. La place a une forme inclinée. Ça descend de plus en plus. Nous sommes à environ 1 mètre en dessous du niveau le plus haut.
Le gradient est tout à fait significatif. Il faut imaginer que la réalisation d'une place comme celle-ci, légèrement en pente, suppose un travail impressionnant de conception et de construction. On a l'impression qu'il s'agit d'une surface plane, mais pas du tout. La légère inclinaison permet à l'eau de ruisseler sur toute la surface pendant la saison des pluies. C'est absolument intentionnel et très précisément construit. L'eau collectée sur la place poursuit sa course sur 75 mètres en empruntant un pavement légèrement incliné pour ensuite être dirigée vers une gigantesque citerne. Par temps de pluie, les monuments et les places se comportent comme autant de capteurs qui, par gravité, conduisent l'eau vers les réservoirs. Un véritable tour de force en matière d'urbanisme et d'adaptation au milieu. Mais l'ingéniosité des Mayas dans la gestion de la ressource ne s'arrête pas là. Les archéologues ne sont pas au bout de leur surprise. Yoshinori Yasuda est un archéologue japonais. Comme son collègue nord-américain, il s'intéresse à la relation de la civilisation maya avec son milieu naturel. And we are right here at this point right now, and we are interested to see how the water flows around the central Acropolis. Les deux chercheurs ont décidé d'aller explorer la zone où se trouvait le gigantesque réservoir d'eau de Tikal. L'analyse du sol sur l'emplacement du réservoir permet d'en savoir un peu plus sur la manière dont il était utilisé. Professeur Yasuda, regardez. C'était certainement le fond du réservoir. Et là, on a des traces d'enduit un peu partout. De récentes recherches ont mis en évidence la présence, non pas d'un, mais de 3 réservoirs en contrebas de la ville, dans le prolongement de la Grande Place. Les deux scientifiques se demandent pourquoi les Mayas en ont construit autant et décident de poursuivre leurs recherches un peu plus bas. La couleur de la terre est ici différente comparée à celle du réservoir situé au-dessus, quelle que soit la profondeur à laquelle nous piochons. Regardez, il y a les élytres d'un insecte. Des élytres, c'est très bien. Les insectes qui vivent dans la forêt, en milieu sauvage, sont complètement différents de ceux que l'on trouve dans les zones d'habitation ou agricoles. La présence de restes, comme les élytres, sont des indices intéressants pour savoir quel type d'activité était pratiquée à cet endroit. Les prélèvements de sol effectués sont envoyés au Japon pour analyser la qualité de l'eau dans chacun des réservoirs. Les résultats permettent d'apprécier le niveau de pollution. Les résultats sont sans ambiguïté. Le réservoir le plus proche de la cité était rempli avec de l'eau propre. Ceux en contrebas contenaient des eaux usées. Autre élément intéressant, les élytres de l'insecte appartiennent à un charançon, un parasite qui s'attaque aux cultures. Une eau impropre à la consommation, un insecte agricole, tout porte à croire que ce réservoir a pu être utilisé pour irriguer des plantations. Les habitants qui vivaient en haut de la colline utilisaient l'eau propre. Et les paysans qui travaillaient dans les parties basses réutilisaient l'eau usagée pour leurs plantations. Il devait exister un système de drain qui récupérait l'eau usagée.
Aujourd'hui, nous rejetons l'eau que nous utilisons. Les anciens Mayas ne faisaient pas ça. Ils recyclaient l'eau. C'était un moyen habile de préserver les ressources et d'augmenter leur production pour parvenir à nourrir une population comptant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Grâce à un système bien conçu et à une utilisation raisonnée des ressources, les Mayas ont réussi à prospérer dans un milieu naturel pourtant difficile en l'absence de ressources en eau. Aujourd'hui, les descendants des anciens Mayas pratiquent une agriculture en partie semblable à celle de leurs ancêtres. Vers la fin de la saison sèche, en avril, ils allument de grands feux pour dégager les espaces qui seront semés. La culture sur brûlis est une technique bien adaptée pour développer une agriculture en milieu tropical avec peu de moyens. En contrepartie, des périodes de repos sont nécessaires pour que la végétation repousse et assure le renouvellement des substances nutritives. Cette règle est parfaitement connue des paysans mayas aujourd'hui. Brûler une terre à des intervalles trop rapprochés fait disparaître la forêt et empêche toute culture. Nous changeons de zone tous les ans. Ainsi, la forêt repousse et nous sommes assurés d'avoir du maïs. De toute façon, il faut toujours faire attention à ne pas trop brûler. Un simple bâton pour planter. Les outils et les gestes font référence à un lointain passé. La culture du maïs a probablement débuté ici, il y a au moins 5000 ans. Au début, la plante ne porte que quelques petits épis, donnant à peine une dizaine de grains. En sélectionnant les graines les plus grosses et les mieux formées, et par hybridation, les paysans de la région réussirent peu à peu à créer le maïs tel que nous le connaissons aujourd'hui. Depuis plusieurs milliers d'années, le maïs constitue l'aliment de base de ces régions de Mésoamérique. Les épis peuvent être mangés entiers pendant les quelques semaines où ils sont tendres. La plupart du temps, ils sont réduits en farine et préparés sous forme de pâte pour faire des bouillies et des galettes. Rapporté en Europe par les conquistadors, qui le surnomment le blé d'Inde, le maïs se répand à travers les 5 continents. C'est aujourd'hui la céréale la plus consommée au monde. Le maïs est sacré chez les Mayas. Leur légende raconte comment la déesse Xmucan a moulu 9 fois des grains de maïs, puis a mélangé cette farine à de l'eau pour former une pâte. Les dieux ont utilisé cette pâte de maïs pour modeler les premiers hommes.
Nous sommes les enfants du maïs. Il nous permet de manger et d'être ensemble. Pour nous, c'est important. Cultiver cette terre, c'est plus qu'un simple travail. C'est toute notre vie. Même histoire, même désir de vivre dans cette forêt. Un lien semble unir les Mayas d'hier et d'aujourd'hui. Cependant, il ne subsiste ici que de petites communautés. La brillante civilisation maya en pleine expansion au 8e siècle n'existe plus. Yoshinori Yasuda cherche des causes à ce déclin, persuadé que l'environnement a conservé la mémoire des événements. Comme vous pouvez le voir, les prélèvements montrent des couleurs de sol différentes en fonction des périodes. Cela est dû aux particules qui se trouvent dans l'atmosphère à un moment et qui vont teinter la Terre. Des bouleversements importants vont être ainsi enregistrés. À nous de les décrypter. Les intuitions du professeur Yasuda se vérifient. Au 8e siècle, de nombreuses variétés de pollen disparaissent, principalement celles des arbres. La période est donc marquée par une déforestation massive autour de Tikal, pour nourrir une population en constante augmentation. En détruisant la forêt, la fertilité des sols et la rétention de l'eau diminuent. Au 8e siècle, on enregistre de fortes précipitations qui emportent un peu plus les terres fertiles. Le ravinement a été tel qu'il n'y avait plus grand-chose comme substrat pour faire pousser des plantes. Cette civilisation maya, qui a connu une grande période de prospérité, a vu sa production agricole chuter rapidement. Et en même temps, la population augmentait. Ils se sont retrouvés à court de nourriture. Les données archéologiques recueillies sur le terrain confirment ce contexte difficile. Les cités périclitent. L'activité architecturale cesse et on n'érige plus de stèles. Autre phénomène étonnant, les villes se vident progressivement de leurs habitants. Le système était un système, certes, très actif, très brillant, très performant, mais un système qui, dans certains cas, pouvait être affecté d'une grande fragilité. Fragilité pour des raisons écologiques éventuellement, peut-être une surculture. On a des traces dans certains endroits de difficultés écologiques provoquées par les cultures, des érosions par exemple de sol, des difficultés aussi totalement anthropiques liées à l'insécurité et à l'état de guerre et de compétition. Incontestablement, à certains endroits, les sites disparaissent en s'entretuant. Les rivalités entre États ne font qu'aggraver la situation. Contrairement à ce que pensaient les scientifiques au début de leurs travaux, les peuples mayas étaient en guerre permanente. Le site de Bonampak, découvert en 1946 dans l'état du Chiapas, amène cette preuve irréfutable. Chan Muan, un roi présenté comme un chef de guerre, affronte et soumet d'autres Mayas.
la diminution des ressources va accroître les tensions. Les rois pensent trouver dans la guerre un échappatoire, en pillant leur ennemi vaincu. Les archéologues sont à l'affût des traces de la lutte entre les deux plus grandes cités des Basses-Terres, Tikal et Calakmul. On a retrouvé dans cette maison appartenant à une famille noble des vases, des poteries, des objets précieux. Les occupants sont visiblement partis, en laissant tout sur place. Ce qui semble étrange dans cette excavation, c'est la taille des débris. On voit qu'ils ont été piétinés. Si les gens avaient continué à vivre dans cet édifice, il est peu probable qu'ils aient marché comme ça sur leurs propres vases en céramique. C'est vraiment dommage qu'une grande partie de la mémoire d'une cité comme Tikal soit définitivement perdue. C'est un peu frustrant de voir qu'une ville de cette taille et de cette importance se soit si brusquement éteinte. Dans certaines cités, la situation est telle que les dirigeants prennent la fuite, abandonnant les habitants à leur sort. Le monde maya sombre progressivement dans le chaos. Les dirigeants, qui sont eux finalement les principaux responsables de la bonne marche du monde et de la fertilité, les premiers vont être les victimes de cela parce qu'ils ne sont plus capables justement d'assurer cette survie du groupe. Et on n'est pas très étonné de se rendre compte que finalement l'effondrement maya, d'abord et avant tout, c'est l'effondrement des élites, de ceux qui dirigent et qui sont les responsables de toutes les grandes réalisations. Entre 760 et 909 de notre ère, la majorité des cités mayas sont abandonnées. Les temples et les palais se couvrent de lianes. La végétation fait disparaître les routes. Une grande partie de ce monde retourne à la forêt. Aguateca, situé à 150 km de Tikal, a gardé le souvenir de la violence des combats. Une pyramide en pleine construction n'a jamais été achevée. Les objets retrouvés dans le sol constituent une sinistre collection, composée de poteries calcinées. La ville a été attaquée par surprise et très certainement incendiée. Au IXe et Xe siècle, les Mayas des Basses-Terres centrales sont en plein déclin. C'est la fin de la période dite classique. Les villes de la péninsule du Yucatan connaissent à ce moment-là un essor important qui coïncide avec l'apparition d'éléments nouveaux. Vers l'an 1000 apparaît une nouvelle civilisation originale aux caractéristiques à la fois maya et toltèques. Les nouveaux venus, appelés Itza dans certains textes mayas, fixent leur capitale dans la cité de Chichen, qui est connue désormais sous le nom de Chichen Itza. Les bâtiments et les monuments de Chichen Itza révèlent la nouvelle culture qui s'impose. Haut de 30 mètres, le castillo est le monument le plus important de Chichen Itza. Il se présente sous la forme d'une pyramide à 9 niveaux, typiquement maya, surmontée d'un temple rectangulaire. Dans cette société nouvelle qui se met en place,
Il y a l'affirmation du poids d'un certain nombre d'ordres guerriers qui n'étaient pas aussi manifestes. Il y a des cultes nouveaux, il y a une importance certainement accrue du sacrifice. Il y a plus de représentations de sacrifices. Il y a peut-être une évolution des croyances concernant la mort et surtout toute une série d'images qui nous parlent de personnages nouveaux. Et au premier rang d'entre eux, le serpent à plumes, certainement. Un nouveau culte s'impose, celui de Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes, que les Mayas appellent Kukulkan, et qui, selon une vieille légende connue de tous les peuples de la région, devait revenir de la mer après un long exil. Le castillo a été construit dans le respect d'éléments astronomiques et calendaires. Il compte 4 escaliers de 91 marches, soit 364 au total. Si on ajoute la plateforme du sommet, on arrive à 365, le nombre de jours du calendrier solaire. Aux équinoxes de printemps et d'automne, l'ombre projetée sur les marches semble donner vie au serpent sur l'escalier de la face nord. L'édifice n'est pas orienté dans l'axe des points cardinaux. Si cette règle de construction avait été respectée, on n'assisterait pas au phénomène d'apparition du serpent à plumes. La pyramide a été décalée de 17 degrés. Au moment précis du solstice, l'ombre des marches provoque l'apparition. Depuis plus de 1000 ans, ce monument met en scène les cycles du temps associés à une divinité. La région du Yucatan est connue pour la présence de cénotes, de grands puits qui constituent des réserves naturelles en eau. Chichén Itzá est bâti à proximité de plusieurs de ces puits. Leur valeur est immense. La terre du Yucatan, calcaire et aride, manque cruellement d'eau. Aujourd'hui, les grands cénotes constituent des bassins naturels, appréciés comme lieux de détente. Mais il y a plusieurs siècles, ces puits étaient sacrés. Une équipe d'archéologues, conduite par Carmen Rojas, prépare l'exploration d'un cénote situé à proximité de Chichén Itzá. Le monde souterrain, l'inframonde, est sacré pour les Mayas. Demeure des dieux, les grottes ont toujours été vénérées. Ce cénote était un lieu de cérémonie. Des dizaines de squelettes reposent sur le fond du puits. L'équipe de plongeurs en a déjà découvert une centaine. Que signifie la présence de ces ossements? Ces dents limées en pointe prouvent que ce crâne est celui d'un ancien Maya. Carmen Rojas remonte un crâne
pour tenter de comprendre le drame qui s'est déroulé. On ne le voit pas sur ce crâne que nous avons ici. On devrait voir des marques de décarnation. Et c'est ce qu'ils ont trouvé à Chichén Itzá. Exactement. Non, on ne voit pas de marques de décapitation. Les sacrifices humains existaient chez les Mayas. À Chichén Itzá, sous l'influence toltèque, ils prennent un caractère nettement plus systématique. L'analyse des ossements permet d'en savoir un peu plus sur ces rituels sacrificiels. Les squelettes sont généralement ceux d'enfants ou d'adolescents, considérés comme des offrandes pures pour les dieux. Les marques montrent qu'il a reçu un choc violent avant d'être jeté au fond du puits. Ce cénote sacré accueillait des cérémonies en l'honneur de Tchak, le dieu de la pluie. La population jetait dans ses eaux des offrandes, objets précieux, victimes humaines. Les sacrifices humains avaient un rapport avec l'eau. Ils servaient à demander la pluie au cours de périodes de sécheresse importantes, surtout pour les Mayas du nord de la péninsule du Yucatan, qui souffraient régulièrement de la sécheresse. Pour eux, le fait qu'il pleuve ou pas dépendait des dieux. L'évêque espagnol Diego de Landa raconte comment les habitants de Chichén Itzá jetaient des enfants dans le cénote au lever du jour. Si à midi, certains vivaient encore, on les repêchait. Messagers des dieux, ils devenaient des oracles et on attendait leurs prédictions. Chichén Itzá possède un autre monument remarquable, élevé au XIe siècle. Ce bâtiment est un observatoire astronomique. Il permet d'observer le ciel grâce à une vue à 360 degrés. Ed Barnard, archéologue, spécialiste des Mayas à l'université d'Austin au Texas, s'intéresse à ce monument. Ça fonctionne comme ça, en alignant le coin intérieur de l'ouverture avec l'autre à l'extérieur. Et sur la ligne, on est pile sur le soleil. C'est l'axe est-ouest au moment de l'équinoxe, c'est-à-dire aujourd'hui. Et si on se décale vers le bord de l'ouverture opposée, de 27 degrés exactement, on est juste à l'endroit où Vénus pointe à l'horizon. On n'est pas dans un système d'observation désintéressé qui serait de type totalement astronomique. En réalité, on est souvent beaucoup plus du côté de l'astrologie, même si on fait des observations exactes et si on fait des calculs également exacts. Parce que ce qui est en jeu finalement, c'est la prédiction du futur, c'est l'observation de l'actuel et du passé pour imaginer ce que sera demain, et la remise de tous les événements dans des cycles, puisque la vision du temps chez eux, comme chez d'autres peuples mésoaméricains, est totalement cyclique, et que donc certains cycles sont susceptibles de se répéter, et même le temps de s'interrompre un jour, ce qui fait qu'il y a cette nécessité d'avoir une vision claire sur tous les événements, en particulier nocturnes, qui nous renseignent sur l'avenir possible. Les prêtres mayas essayent d'anticiper les accidents de l'histoire
grâce aux conjonctions stellaires ou planétaires. Lorsqu'ils voient se profiler des conditions défavorables, ils implorent la clémence des dieux en organisant des sacrifices. Mais les dieux ne les écoutent pas et l'histoire se répète obstinément. Quelques siècles après l'effondrement du monde maya des Basses-Terres, Chichén Itzá et toute la péninsule du Yucatan vont sombrer dans le chaos. À la fin du XVe siècle, le Yucatan est en plein marasme. Une multitude de petits royaumes sont en conflit permanent. La plupart des cités sont en ruine et leurs habitants sont installés dans des villages à la périphérie. Là encore, comme pour les cités des Basses-Terres centrales, des explorateurs au XIXe siècle découvriront des cités belles et grandioses, envahies par la végétation, sans nom pour les désigner. À l'époque classique, il existe un calendrier maya qui ressemble un petit peu au nôtre, puisque le temps est calculé à partir d'une date origine. Cette date origine, qui se perd un tout petit peu dans la nuit des temps, 3113 avant Jésus-Christ, c'est là aussi une succession de périodes qui sont emboîtées les unes dans les autres, parce qu'elles sont des multiples les unes des autres. C'est une succession qui va avoir une fin. Et elle est même d'ailleurs, quand on transpose dans notre calendrier à nous, très proche. Le cycle qu'ont connu les Mayas classiques, il est supposé s'arrêter en l'an 2012. Donc on est tout près de la fin du monde probable des Mayas de l'époque classique. Mais pour l'heure, le monde maya sorti de l'oubli semble aujourd'hui revivre. Au Mexique, au Guatemala, les communautés réinvestissent leurs traditions et leurs croyances ancestrales. Tournés vers leurs anciens dieux, ils tentent de retrouver à leur manière les éléments épars de leur histoire.